Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, Alexandra Dien nous raconte son quotidien de chef d'entreprise de Docteur IT au jour 58 du confinement, le 8 mai 2020. Le jour 58, c'est les États-Unis qui publient un taux de chômage proche des 20%, 2 fois plus qu'au cœur de la récession de 2009. C'est aussi le jour où l'on essaye de comprendre le calendrier du déconfinement, qui permettra en tout cas à Docteur IT, basé à Toulouse, de pouvoir revenir au bureau, et toujours plein de questions sur les masques pour le grand public et la suite. Dans cet épisode, on parle avec Alexandra Dien du réseau national, de dépannage, de communication, d'accueil en magasin en période de déconfinement et d'épreuves. Et commençons déjà par voir ce qu'est Docteur IT. Alors, Docteur IT, c'est un groupe de 3 business units séparés, une tête de réseau qui opère environ 80 magasins sur le territoire national, une activité grossiste qui fournit à ces magasins, mais aussi à d'autres clients, l'ensemble des pièces détachées et accessoires qui sont vendus dans nos points de réparation, et une activité atelier de réparation qui sous-traite pour, par exemple, des vendeurs d'ordinateurs qui n'auraient pas les capacités de répondre à la demande de leurs clients en termes de réparation. Nous sommes le plus large réseau national de réparation high-tech. Docteur IT, c'est donc une présence dans toute la France. Si elle est basée à Toulouse, on trouve des magasins un peu partout. Voyons comment tous ces magasins ont été impactés par le confinement. À l'annonce du confinement, notre première réaction a été de fermer l'ensemble de nos points de vente. D'une part, parce qu'on ne savait pas exactement quelles allaient être les directives. Les informations n'étaient pas suffisamment claires pour qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Et d'autre part, nous voulions nous assurer que nous avions l'ensemble des dispositifs à mettre à disposition sur nos magasins, de manière à garantir la sécurité aussi bien de nos salariés que de nos clients. Dans un second temps, nous avons pris la décision de réouvrir donc 2 semaines plus tard les magasins qui se trouvaient dans un trafic client plutôt important, c'est-à-dire tous nos magasins positionnés devant les lignes de caisse de supermarchés dans les centres commerciaux. Nous avons réouvert à peu près la moitié de nos magasins, aussi bien des magasins intégrés au groupe que des licenciés, puisque nous sommes sous un système de licence, et en ouvrant de manière partielle, c'est-à-dire uniquement le matin, de 10h à 14h par exemple, avec un seul salarié sur le point de réparation, de manière à garantir les normes de sécurité en vigueur. Avec ces ouvertures, on a réalisé à peu près 40% du chiffre d'affaires de ces magasins, en ouvrant donc la moitié du temps. Passer de 100% d'activité à 50%, c'est un défi de taille pour une entreprise du jour au lendemain. Donc heureusement, les dispositifs de l'État étaient présents pour permettre à cette entreprise de passer le cap. Voilà quand même les 3 grands problèmes identifiés par Alexandra durant ce confinement. On a rencontré quelques soucis. Le premier étant le manque de clarté des informations provenant du gouvernement qui étaient distillées au compte-gouttes, qui ne nous permettaient pas d'avoir une image très précise de ce que nous avions le droit de faire ou pas en tant qu'employeur, de ce que nos salariés avaient le droit ou pas de faire. Par exemple, nous faisons partie des commerces de première nécessité et c'est pas quelque chose qui a été clarifié tout de suite. Donc on a dû attendre un petit peu avant de savoir qu'on faisait partie de ces commerces. On a aussi rencontré une difficulté sur l'obtention du prêt garanti par l'État, le PGE. Il était censé être plutôt facile de l'obtenir. Les banques devaient pouvoir donner des réponses sous 48 heures, etc. Et finalement, ça a plutôt été le parcours du combattant, à tel point que assez tardivement, des directives ont été données aux banques pour assouplir les conditions d'obtention. Donc ça, c'était un problème. Et également toute l'animation réseau, puisque toutes ces informations qui concernent les aides de l'État, qui concernent les informations gouvernementales, tout ça, nous, en tant que tête de réseau, nous devons les communiquer à nos licenciés et à nos salariés. Et le fait de devoir regrouper toutes ces informations rapidement et les communiquer au réseau de manière précise et fiable, ça a été vraiment très compliqué. Parallèlement, nous sommes un réseau de magasins pour lesquels nos salariés dans les magasins qui sont intégrés au groupe ont accès à leur boîte mail professionnelle uniquement sur leur magasin. Et quand il s'agit de devoir joindre tout le monde individuellement parce que ces gens étaient au chômage partiel et n'avaient donc pas de moyens de regarder leur mail professionnel, là, ça a été un petit peu le parcours du combattant pour retrouver
retrouver les coordonnées de tout le monde, les adresses mail de tout le monde, dans la mesure où le service qui s'occupe habituellement de ça était fermé au siège et les gens étaient en chômage partiel également. Voilà, donc un petit peu le parcours du combattant sur quelques points depuis le confinement. Un impact très important donc, mais aussi des réponses très rapides et très efficaces. L'impact a été très fort sur notre chiffre d'affaires. En même temps, ça nous a laissé du temps pour développer des process qui n'existaient pas auparavant, comme par exemple la prise de rendez-vous pour éviter à nos clients d'attendre devant nos magasins. Une sorte de click and collect pour les gens qui venaient simplement récupérer leur appareil et leur éviter de faire des files d'attente. Puis pour pallier au manque de ce chiffre d'affaires, bien entendu, on a fait appel à toutes les aides de l'État qui étaient disponibles. Nous avons eu recours au fonds de solidarité pour certains de nos magasins, qui sont des entités propres. Nous avons eu également recours au chômage partiel, pour lequel nous avons obtenu un accord, et un PGE, donc le plan garanti par l'État, avec la garantie BPI à 90%. Même si l'entreprise est impactée de façon significative, on voit que l'effort conjugué des dispositifs de l'État et de l'action engagée par les équipes de Docteur IT ont porté leurs fruits. On a pu un peu creuser ensuite ce problème de communication quand on est à la tête d'un réseau qui n'est pas très digitalisé, qui n'avait pas d'outils déjà établis, ni forcément une culture collaborative très forte au niveau national. Voyons comment ça s'est passé concrètement. Alors en fait, pendant le confinement, ce qui a été le plus différent de ce qui se passe habituellement dans une journée de travail, ça a été l'urgence de communiquer les informations. En général, on n'est pas dans l'urgence, on a un plan de communication, on a un plan commercial, etc. Donc on fait les choses de manière sereine. Là, étant à la merci d'informations qui n'émanaient pas de nous directement, on a été obligé de s'adapter et d'être vraiment en permanence à l'écoute. Certaines mises à jour du ministère de l'économie, par exemple, se font à 22h, 23h. Donc, quand on a besoin de communiquer une information fiable à son réseau, on est obligé de rester devant son ordinateur à attendre la mise à jour pour pouvoir communiquer la bonne information. Donc, c'est vrai que ça a étendu beaucoup les horaires de travail. Et puis surtout, on est en communication de manière quotidienne avec des interlocuteurs avec qui on n'est pas normalement à ce niveau de communication. Par exemple, pour les centres commerciaux, donc chez nous, ça représente à peu près 80 centres commerciaux avec lesquels on doit discuter. Eh bien, on est obligé de les avoir au téléphone ou de communiquer avec eux par mail, parfois plusieurs fois par jour pour l'ensemble de ces centres commerciaux, pour connaître les nouveaux horaires qu'ils décident d'adopter, pour obtenir une autorisation d'ouvrir si le centre, par exemple, en lui-même est fermé. Voilà, des tas d'informations pour lesquelles on est obligé d'aller à la pêche, et ça de manière quotidienne, alors qu'on le fait beaucoup plus sereinement quand on n'est pas en confinement. Beaucoup d'informations à communiquer dans toute la France, et ça a été un vrai défi qui a été résolu grâce à l'initiative interne. Alors en fait, dans la mesure où on avait besoin de pouvoir discuter avec nos salariés, avec nos licenciés, qu'on avait besoin de pouvoir partager des documents officiels ou internes avec eux, et surtout qu'on voulait maintenir le lien, on a utilisé une application qui nous a été recommandée d'ailleurs par nos salariés et qui permet de discuter sur des forums qu'on crée nous-mêmes et sur lesquels on peut inviter donc soit par exemple uniquement nos licenciés, soit nos salariés, soit l'ensemble des membres du groupe. On en est satisfait. On pense d'ailleurs pérenniser l'utilisation de cet outil de manière à conserver le lien entre des magasins pour lesquels les équipes ne se connaissent pas forcément, puisqu'elles sont à plusieurs centaines de kilomètres, voire chacune à un bout de la France. Et finalement, cette période de confinement nous a permis de nous rapprocher, si je puis dire, humainement, même si on était tous éloignés à distance les uns des autres. Donc finalement, on a créé du lien entre nos magasins et entre nos salariés grâce à cet outil. Ce confinement nous conforte dans les choix stratégiques que nous avons faits, qui sont notamment, et peut-être que ce sera à contrario de certains, notamment dans la relation humaine que nous entretenons avec nos magasins et nos licenciés. Ce qui est très intéressant depuis le début du confinement, c'est qu'on a pu remarquer une très grande solidarité entre nos salariés, le siège, l'activité grossiste, l'atelier de réparation, et vraiment toutes les équipes ont fait un super travail
veille, non seulement pour rester disponible si on avait besoin d'elle, mais aussi en suggérant des améliorations. Je vous parlais par exemple de la prise de rendez-vous en ligne, qui est une suggestion du réseau. Comme toute crise, il y a des choses vraiment difficiles à affronter, des épreuves, mais il y a aussi des opportunités. Et là, on voit que Alexandra, avec ses équipes, a pu promouvoir des initiatives internes, et on va avoir un peu de détails ensuite, tout comme l'a fait Selectra dans l'épisode précédent, en donnant la chance à un salarié de 22 ans, un commercial qui vit à Madrid, de exprimer ses talents d'acteur et de créateur vidéo pour faire une Facebook ad qui a ramené plusieurs centaines de nouveaux clients. Et ici, c'est pareil, le service qui a été amélioré existe grâce aux salariés. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir des entreprises qui sont dans cette culture de la confiance et de la collaboration. Voyons un peu les détails pour cette initiative-là. Donc en effet, l'un de nos licenciés nous a proposé la mise en place de la prise de rendez-vous. Donc ça partait tout d'abord de l'intention de privilégier le moins d'attente possible pour les clients et le moins de proximité possible entre les clients. Donc on a mis en place ce service et par la suite est venue l'idée de pouvoir intégrer au moment de sa prise de rendez-vous des photos de son appareil cassé par exemple, de manière à ce qu'on puisse commander la pièce nécessaire, etc. et du coup faire attendre beaucoup moins notre client et pouvoir lui donner un délai avant même qu'il ne se déplace en magasin. Donc c'est vrai que ça, ce sont des initiatives qui ont permis d'innover pour notre réseau puisque c'est un service que nous gardons même après le confinement. On a ensuite évoqué la perspective du déconfinement, qui est très proche au moment de l'enregistrement. La perspective du déconfinement, c'est quelque chose qui peut être stressant, aussi bien pour nous, la tête de réseau, que pour nos salariés dans les magasins, nos licenciés, et puis l'activité grossiste et l'atelier de réparation qui font partie du groupe. Avec le président du groupe, Guylain Ponce, nous avons mis un point d'honneur à vraiment prendre les choses de manière sereine, à être beaucoup dans la communication et dans le lien avec nos salariés, ce qui veut dire qu'on les a tenus informés chaque semaine des nouveaux éléments qui apparaissaient, soit en interne, soit par le biais de directives gouvernementales. Donc on a vraiment conservé ce lien, on y est allé pas à pas. Nous avons édité beaucoup de documents comme un peu des petites fiches infos qui ont été envoyées à tous nos salariés de manière individuelle pour les préparer justement au déconfinement. Donc j'ai le sentiment que dans notre réseau, en tout cas, les choses se font plutôt naturellement et de manière très informée. En revanche, la grosse incertitude, c'est la reprise en termes de chiffre d'affaires, puisque là, on a vraiment pas d'idée du tout de ce que vont être les nouveaux comportements des clients en cette période de déconfinement. Donc en effet, nous, on a pris le parti d'ouvrir avec un seul salarié la première semaine dans les magasins pour un peu tâter le terrain et voir si on avait un intérêt à rajouter un salarié supplémentaire ou à continuer de bénéficier du chômage partiel le temps que la reprise soit plus flagrante. Une reprise, entre guillemets, une sorte de déconfinement qui se prépare de façon très structurée, mais qui laisse aussi son lot d'incertitudes et les réponses à apporter malgré tout. Donc à l'approche du déconfinement, nous sommes à 3 jours de la réouverture totale de notre réseau et nous attendons encore un certain nombre d'informations, notamment pour les centres commerciaux d'une superficie supérieure à 40 000 m², puisque pour cela, il faut une autorisation préfectorale d'ouverture. Donc le 8 mai, on est encore dans l'attente de savoir si tel ou tel magasin va pouvoir ouvrir le 11. Donc ça, évidemment, ça entraîne pas mal de problèmes en termes d'organisation, puisque on fait des plannings prévisionnels pour lesquels on n'a aucune idée de la manière dont on va pouvoir les gérer. On doit demander à notre personnel d'être sur le qui-vive, alors que peut-être que dimanche soir, on leur dira que, eh bien non, finalement, ils ne retournent pas travailler. Ce que nous mettons en place pour pouvoir réouvrir l'ensemble de nos magasins, ce sont essentiellement des mesures d'hygiène et de sécurité et un plan de communication aussi bien vis-à-vis de nos salariés que vis-à-vis de nos clients pour leur expliquer qu'il n'y a pas de risque ni à travailler dans nos kiosques, ni à venir faire réparer son matériel. Donc ces éléments, c'est notamment un périmètre de sécurité autour du kiosque, de manière à ce que les gens ne s'approchent pas trop près et pouvoir respecter la distanciation physique. Également la présence d'hygiaphones en plexiglas, de manière à quand même pouvoir avoir un échange avec son client un peu moins d'1 mètre. La distribution de gel hydroalcoolique pour pouvoir désinfecter ses mains, mais aussi les appareils des clients à leur arrivée et à leur départ du kiosque ou du magasin. Des masques que nous rendons
obligatoire pour nos salariés et bien sûr que nous leur fournissons. Et puis différentes signalétiques pour expliquer, rappeler aux clients et aux salariés les gestes barrières, mais également tout ce que Docteur-IT fait en plus des mesures de sécurité demandées par l'État. Parallèlement, on demande à privilégier un paiement par carte bancaire pour éviter l'échange de monnaie, par exemple. Et on demande à nos clients de bien vouloir comprendre qu'il faut désormais nous demander pour accéder à un accessoire ou à quelque chose qu'ils prendraient normalement naturellement d'eux-mêmes dans le magasin, parce qu'on assure la désinfection avant et après que le client ait touché l'accessoire en question. Une réouverture donc qui va aussi varier en fonction des régions, puisque Alexandra est basée à Toulouse, mais il y a des magasins dans toute la France. Et cela pose aussi la question du jour d'après, en fait, de qu'est-ce que cette société va garder comme habitude de travail, comme outils qui sont nés finalement de cette épreuve qui a été traversée. Déjà, ce qui s'est passé quand le confinement a démarré, c'est que la quasi-totalité du siège a été mise soit en chômage partiel, soit en télétravail. Donc, il est possible qu'on maintienne, par exemple, une journée par semaine de télétravail pour certains. Ça s'avère plutôt productif dans certains cas. Plutôt difficile dans d'autres. J'ai moi-même 3 enfants à la maison, j'étais en télétravail. C'est quand même très compliqué de gérer à la fois les responsabilités qui sont les miennes, les horaires de travail très étendus, en particulier dans des périodes compliquées comme celle-ci, et la présence d'enfants à la maison, à qui il faut faire les devoirs, à qui il faut préparer à déjeuner, le goûter, etc. Donc voilà, il y a certainement des choses que nous conserverons, mais pas au niveau où elles sont aujourd'hui. Ensuite, on a parlé avec Alexandra de l'énéagramme, de l'astrologie, du MBTI. Alors pour énéagramme et MBTI, Alexandra ne les connaissait pas. Et sur l'astrologie, voilà ce que j'ai comme réponse. Alors, moi, je suis née en janvier et du coup, je suis Capricorne. Mais à vrai dire, c'est vraiment quelque chose qui ne me parle absolument pas, l'astrologie. Et pour tout dire, je ne connais même pas le signe astrologique de mes enfants. Pas de chance pour cette ligne de questions, mais ce n'est que partie remise. Et nous avons terminé l'interview sur l'épreuve. Est-ce qu'Alexandra a l'impression de vivre une épreuve, individuelle et collective, ou les deux ? La période du confinement et tout ce qui est lié, ça peut en effet être considéré comme une épreuve. D'une part parce qu'en tant que directrice générale, je vis cette épreuve au travers de tous les salariés du groupe, qui sont à peu près une centaine en interne et 250 sur tout le réseau. Donc c'est une épreuve dans la mesure où je me mets à la place de ces 250 salariés qui sont au chômage partiel pour la plupart, qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc dans ce sens-là, humainement, oui, c'est une épreuve. Personnellement, l'épreuve est plutôt en termes d'organisation, voilà, ce genre de choses. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes quand même dans une activité qui est de première nécessité, pour laquelle nous n'avons pas trop de doute sur le fait qu'elle va reprendre cette activité, puisque nous ne sommes pas un commerce de confort pour les clients, mais en effet un commerce de nécessité. Donc je dirais que c'est plutôt une épreuve humainement vis-à-vis des salariés du groupe. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve. Interview, enregistrement et montage par moi-même. Musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et venez me voir sur mon site www.carolestromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole@carolestromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. À bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.